Bien, on va reprendre ces discussions avec vous, Pierre Schounches. Vous êtes professeur à l'Université de Gand, vous enseignez la littérature française, c'est important de le signaler. Vous avez jusqu'alors fait un gros travail sur cette littérature française, et notamment par le biais de l'ironie, qui était un sujet qui vous a occupé longtemps. Et vous avez fait paraître en 2015 ce livre qui s'appelle « Ce qui a lieu » et qui est sous-titré « Essai d'éco-poétique », qui est un livre qui va s'intéresser à ce qui serait la natural writing, mais dans la littérature française. Alors vous parlez un petit peu de littérature américaine, de littérature européenne, notamment Rigaud de Nichtern du côté des Italiens, mais l'essentiel de votre travail consiste à essayer de défricher, comme vous dites à la fin du livre, cette littérature française et son rapport à la nature. C'est un livre qui est important, il me semble, parce que je crois que c'est le seul qui existe sur le sujet et qu'il fait une sorte de jalon d'un état de la littérature française par rapport à cette question de la présence de la nature, non pas comme décor, mais comme personnage principal ou comme personnage important du livre. Donc on va parler de ce livre-là, si vous le voulez bien, et puis et voir avec vous comment ce travail a pu se faire, parce que c'est très étonnant de faire un essai universitaire qui se lit très très bien et qui est surtout un essai pour moi de lecteur. Il y a beaucoup de livres qui sont évoqués avec des citations, avec des passages qui sont retracés. Et c'est une très bonne piste pour qui veut ensuite continuer à lire de ce genre de littérature, d'aller dans ce livre-là. Mais vous êtes aussi universitaire et donc il fallait d'une certaine manière baliser un peu l'espace dont vous allez vous occuper. Et c'est très étonnant de le faire sur la littérature française, puisque, comme Oliver le disait tout à l'heure, c'est particulièrement une littérature qui ne s'intéresse pas tant que ça à la nature, un peu monde rural, on le verra avec vous et avec Jean-Loup Trassard, mais avec quand même des points comme ça qui ne semblent pas être fédérés. Et surtout, c'est qu'il n'y a jamais eu dans l'université française ou mondiale de travail fait là-dessus pour pouvoir essayer de répertorier ça. Comment vous est venue l'idée de ce livre-là? Est-ce que c'est une préoccupation qui vous est intime, personnelle? Vous dites que vous êtes un randonneur, donc peut-être ça vient de ce côté-là. Et quelles a été pour vous les difficultés d'arriver à faire un livre autour de ça? Oui, alors merci et bonjour. En effet, deux choses peut-être d'abord. En effet, il y a un élément personnel qui joue, c'est-à-dire que dans ma petite enfance, j'ai été, comme beaucoup de petits garçons, un lecteur de Grey Owl, de James Oliver Curwood, qu'on ne lit absolument plus, de Jack London, mais rassurez-vous aussi de Louise Dickinson Rich, côté femme. Donc, je précise quand même, j'avais des grands-mères et des mères qui étaient très sensibilisées à ça. Donc voilà, il y a d'abord une expérience de lecteur, évidemment aussi. Et puis en effet, il se trouve que je suis randonneur, mais enfin, c'est pas tellement important. Ce qui m'a frappé, c'est que pour ma génération, et moi, à la différence de Oliver, j'ai été un grand admirateur, je ne dis pas du nouveau roman en général, mais au moins de Claude Simon, qui est quelqu'un qui est justement au plus près du concret, d'une réalité naturelle, etc. Je ne pense pas que chez tous les auteurs du nouveau romancier, ça soit antinomique. J'ai été très sensibilisé à cette question-là. Et même si j'appartiens à une génération qui a été formée par le structuralisme, après par l'autoréférentialité du texte, du postmodernisme, qu'évidemment l'ironie est quelque chose d'éminemment spéculatif, philosophique, je ne pense pas que les deux approches soient nécessairement incompatibles. Et j'avais été frappé quand je cherchais, enfin, et simplement par goût, il se trouve que je suis un grand lecteur, et aussi un grand lecteur dès le départ du catalogue de Gallmeister, dont je connaissais une partie par évidemment la littérature anglaise qui m'est assez familière. Il se trouve que j'ai été frappé par le fait qu'en France, il n'y avait absolument pas de livres ou même d'études générales qui abordaient cette question de la nature, de l'environnement, et là, enfin, on en discutera peut-être tout à l'heure aujourd'hui de plus en plus, de l'écologie. Et que, en même temps, je savais par mes lectures qu'il y avait un corpus, qu'il y avait des écrivains qui, je prends en gros depuis je vais avant, mais depuis la Seconde Guerre mondiale, qui avaient un certain nombre d'écrivains qui avaient mis ça au centre de leur œuvre, mais que les particularités, les spécificités de l'approche universitaire, mais mon livre n'est pas universitaire, enfin il est universitaire, mais c'est vraiment été écrit pour qu'un public plus large puisse y avoir accès, que la question de l'approche de la nature, quand on parle de littérature française contemporaine, n'avait jamais été
mis en avant. C'est-à-dire que quand vous prenez un manuel d'histoire de la littérature française contemporaine, les grands, vous allez avoir un chapitre sur le néoclassicisme, un chapitre sur l'autofiction, sur la littérature et le social, sur le retour de l'histoire, mais vous n'allez jamais avoir un chapitre sur littérature, nature, environnement. Ça n'était pas légitime dans l'université française. Ça tient à une spécificité française qui relègue beaucoup plus au second plan les questions d'environnement et de nature, qui ont mauvaise presse d'abord parce qu'évidemment, il y a eu... les paysans, ce n'était pas ce qu'on pouvait trouver de plus progressiste, du moins dans l'esprit des intellectuels qui pensaient le rapport à la nature et au travail de la terre. Et une première chose qui s'est jouée là, il y a évidemment la question du régionalisme et des compromissions de certains régionalistes dans l'entre-deux-guerres avec Vichy qui a discrédité le genre. Et donc il y avait de très bonnes raisons de ne pas s'y intéresser. Et en plus, il y a autre chose qui est tout à fait caractéristique de la France. Il se trouve que je suis belge, excusez-moi, personne n'est parfait. Et donc je suis belge, donc je regarde ça. En même temps, je vis une grande partie de l'année en France et j'ai été élevé en français, dans une culture française, donc ça c'est tout à fait évident. Et en même temps, j'ai été frappé. Il est toujours légitime en littérature en France de prendre l'angle social. Quand vous abordez les rapports que la littérature entretient avec le monde de l'entreprise, l'exploitation des employés par les patrons, vous êtes dans une légitimité universitaire immédiate. Quand vous êtes dans une lecture sociale du monde, vous êtes immédiatement légitime. Quand vous travaillez sur les rapports à l'environnement, à la nature, on vous dit « oh, mais ce que vous faites, c'est de l'étude thématique. » C'est de l'étude thématique. Voilà. Les Français n'ont pas l'habitude de se définir, à la différence des Américains, dans un rapport très fort à un environnement naturel, tandis qu'aux États-Unis, c'est essentiel, ne fût-ce que par l'imaginaire, mais aussi par leurs vacances dans les parcs nationaux, aménagés pour les grands camping-cars et avec des lodges de luxe. Mais enfin, ça entre dans leur définition. Tandis qu'en France, on se pense dans un rapport à la ville. Les avant-gardes sont citadines, la définition du modernisme, c'est pensé dans les villes, etc. Donc, voilà, essayez de me nommer un roman où un paysan serait un héros en France, et on est en effet dans une nature cultivée, etc. Ben, c'est beaucoup plus difficile que si je vous demandais de parler d'un flâneur parisien en littérature. Voilà, donc c'est très, très différent. Et donc la première chose que j'ai voulu faire, c'est regarder de manière assez large quel était le corpus disponible. Et en fait, ce corpus est très grand et depuis assez longtemps, et de manière très très claire après la Première Guerre mondiale et d'une autre manière après la Seconde, cette visibilité-là. Et donc, avant de pouvoir commencer à étudier quelque chose, il fallait rassembler ces textes, et c'est ce que j'ai fait dans cet essai d'éco-poétique. Voilà, un premier panorama problématisant où j'essayais de montrer comment ça existait malgré l'absence de ces questions dans le débat intellectuel à ce moment-là. Il y a une dimension aussi un peu particulière en France, c'est que après les avant-gardes des années 70, la disparition de la psychologie, la disparition du personnage, etc., le sujet nature ne pouvait pas tellement exister, ou alors c'était du régionalisme, non pas qui avait collaboré avec Vichy, mais du régionalisme qui était très éloigné de la littérature, puisque quand on parlait d'une forêt ou d'une rivière, on disait une rivière ou une forêt, mais on ne la voyait jamais, quoi. Elle était absolument inexistante. Donc ça, vous l'évoquez, et en même temps que vous évoquez ça, vous dites, et moi ce qui m'intéresse dans cette publication de roman, puisque c'est le roman qui vous intéresse, pas la poésie, la fiction, oui. La fiction est française, vous dites, ce qui m'intéresse, c'est quand il y a de la langue, quand il y a de la littérature. Donc cet élément qui était peut-être un élément qui pouvait évacuer du champ, la nature du champ de la littérature, puisque c'était un sujet la littérature ne parle que de littérature, vous le remettez malgré tout, c'est-à-dire que vous ne faites pas la réaction inverse de dire du moment que ça parle de la nature, ça m'intéresse, il faut quand même que ce soit de la littérature. Oui, alors là je pense bien que c'est essentiel. Les grands lieux où on faisait traditionnellement l'évaluation de la littérature, les grandes revues prescriptives, la NRF, le Mercure de France, ça n'existe. Les grands auteurs de référence qui vous faisaient lire, ça a quelque part disparu. Maintenant, qu'est-ce qui est terriblement prescripteur? C'est une presse professionnelle, mais qui est quand même un grand public. Je prends le monde des livres.
la sélection, on voit que c'est très proche, je parle en universitaire, avec d'autres intérêts que des éditeurs ou que des journalistes, on voit quand même que ça reste très proche du monde de l'édition, de l'actualité. Et si vous regardez ces publications-là, vous voyez que ça se fait selon des lignes assez claires, assez conventionnelles. Je voulais un peu casser ces questions-là, d'autant plus qu'aujourd'hui, eh bien, ce sont souvent des universitaires, les contemporanéistes, qui de plus en plus évaluent la littérature à travers des revues, à travers des invitations. Les universitaires le font. Et ils le font selon des lignes qui sont beaucoup moins strictes qu'à l'époque du Nouveau Roman, où en dehors de l'autoréférentialité du texte, de l'absence du personnage, de psychologie, etc., il n'y avait point de salut, parce que les universitaires étaient déjà prescripteurs à cette époque-là. Aujourd'hui, ils le font selon des lignes un éventail beaucoup plus large. Et donc, je trouve qu'il faut garder cette partie. Notre travail est évidemment un travail d'analyse, mais aussi un travail d'accompagnement de la lecture. Et je pense que ce qui est essentiel, c'est que les textes que nous lisons, que nous trouvons dignes d'intérêt, soient stylistiquement, et on parle essentiellement alors de question de syntaxe, suffisamment fort. C'est-à-dire qu'en effet, dans mon livre, j'exclus absolument toute cette littérature régionaliste extraordinairement florissante encore en France, qui se vend très très bien dans toutes les régions, qui revient sur des histoires de famille, d'héritage, de la terre, etc. Tout ça, ça existe, c'est tout à fait hors champ. C'est-à-dire que j'essaye de délimiter un corpus. Il n'y a pas un auteur dans ce livre où j'estime que voilà, c'est de la mauvaise littérature. Puisque mon idée est que si la littérature peut quelque chose pour ces questions de préservation de l'environnement, etc., ce n'est que à travers des textes qui peuvent durablement influencer le public. Et là, je suis peut-être dans une position un peu plus différente que Oliver tout à l'heure, même si je la comprends tout à fait. Je ne suis pas non plus dans un rapport uniquement à l'affect. Je ne suis pas intéressé uniquement par la question de voilà, quel sentiment est-ce que ce livre appelle en moi. Oliver le fait parce qu'il publie les textes qu'il aime et c'est tout à fait légitime. Mais je vais vous prendre un exemple plus ancien et avec un des auteurs qu'on cite toujours quand on parle d'écriture de la nature en France. C'est Giono. Giono qui a fait, vous savez, la Grande Guerre, qui en est revenu horrifié, qui déjà avait une sensibilité pour la nature, et puis qui a, par exemple, avec Le Grand Troupeau, montré en parallèle l'opposition à la guerre, les mutilations volontaires, etc., et le bonheur de la vie à la campagne. On sait que la Provence, c'est pas comme si c'était des sociétés tellement égalitaires, sympathiques aux femmes, etc., mais enfin, on a toute cette idéalisation d'une société rurale. Et qu'est-ce qu'il a fait pour détourner les gens, j'ai beaucoup travaillé sur la littérature de guerre aussi, qu'est-ce qu'il a fait pour détourner les gens de la guerre, ce qu'ont fait tous les écrivains dits pacifistes, c'est-à-dire qu'il a montré l'horreur de la guerre. Vous voyez le rat qui croque l'œil après l'avoir sorti de l'orbite, enfin vous voyez ce genre de choses. Il dit voilà, quand on fait ça, les gens vont comprendre que faire la guerre, il ne faut plus jamais la faire. Mais lui-même, dans ses écrits pacifistes, il fait ça aussi au Contadour avec ses amis avec lesquels il va se promener en été, des grandes discussions. Et il dit, dès que je faisais surgir l'horreur de la guerre, tout le monde me disait tout de suite, oui, tu as raison, plus jamais ça, plus jamais ça. Mais il note tout de suite après, mais quelques jours après, quand la passion était passée, ces idées avait disparu avec elle. C'est-à-dire que les sentiments sont très forts au moment même, et il n'est pas dit qu'ils soient durables. Or, je pense qu'un texte littéraire qui répond à une écriture exigeante, reste à définir ce qu'est exigeant, et littérature exigeante peut avoir une influence durable. Et c'est pour ça que, voilà, il y a des gens dont je parle, et je ne suis pas du tout dans une conception hyper élitaire de la littérature qui ne verrait comme sommet que des gens comme T.S. Eliot en littérature anglaise, Valéry en France, ou aujourd'hui Michon, Massé, Quignard et Bergogneau. C'est pas du tout ça, mon éventail est beaucoup plus large, mais je mets des frontières quelque part. Voilà, on ne sera jamais d'accord exactement sur quelles frontières. Et donc, j'essaye quand même de montrer un plus
vaste panorama, qui va, par exemple, évidemment, jusqu'à des gens comme Mingarelli, qui ont une écriture très, très forte et en même temps très, très simple, qui ne correspond pas du tout au standard de la phrase travaillée telle qu'on la met souvent en avant en France. Alors vous le dites aussi, c'est quand même un essai qui est un peu subjectif, puisque ce sont vos lectures, et à travers les sentiers que vous avez parcourus, évidemment, quand on lit votre livre, on dit « Ah tiens, mais là, il n'a pas parlé d'un tel ou un tel », mais après on se rend compte peut-être qu'un tel ou un tel, on fait paraître leur livre après la publication du vôtre, donc vous ne pouvez pas en parler. Donc il y a ce côté-là. Et il y a aussi une chose qui est importante, et vers laquelle on ira tout à l'heure, c'est que votre livre se met à la convergence de deux courants, si je puis dire. La littérature que vous évoquez, qui est votre travail, mais aussi le temps dans lequel vous le faites, c'est-à-dire une période où tout à coup la question écologique se pose d'une manière de plus en plus forte, voire violente parfois, et donc comment cette littérature peut résonner par rapport à ça, parce qu'il y a l'écriture de la nature qui pourrait être en dehors complètement de la société et du phénomène politique, mais vous le mettez là-dedans, et plusieurs fois, vous faites d'ailleurs la distinction entre écriture de la nature et environnementale, et plusieurs fois, vous allez vers comment défendre l'environnement. Donc il y a quand même cette dimension aussi un peu militante dans le livre. Oui, alors, assumons maintenant le côté militant. Il se trouve que mes lectures se sont arrêtées, puisque le livre a paru en 14, mes lectures en 15, mes lectures se sont arrêtées en 14. Or, il se trouve, je continue et j'aurai assez pour faire un autre livre, enfin j'ai déjà beaucoup publié là-dessus depuis, il se trouve que ça correspond à peu près à un moment pivot en littérature française. On sentait que, alors que la France n'est pas du tout traditionnellement intéressée par les questions environnementales et certainement pas dans la littérature dite grande littérature, absolument pas. C'est absolument pas un sujet. Ça n'a pas été un sujet dominant pendant longtemps. Les choses étaient en train de bouger à ce moment-là. Elles ont en 4 ans, là maintenant j'ai continué à lire et je travaille sur des textes tout à fait différents dont je ne parle absolument pas dans ces textes-là, il se trouve que les choses ont énormément changé. Symboliquement, il y en a certainement d'autres, on pourrait en prendre d'autres. Un livre pivot a été celui d'Alice Fernet, Le règne du vivant, qui prend la figure de Paul Watson. Vous voyez, on a parlé tout à l'heure d'autres Earth First, mais vous connaissez Sea Shepherd, qui est l'association qui milite pour la défense de la vie dans les océans, qui est très militant, très direct. Paul Watson est celui qui, déjà en 1977, a fait venir Brigitte Bardot sur la banquise, parce qu'il savait que pour la faire fondre. Pour la faire fondre, oui, et pour les belles photos avec les petits phoques sur la banquise, parce qu'il avait compris que si on veut problématiser des enjeux environnementaux, il faut du sang, du sexe et de l'environnement. Il le fait maintenant avec Pamela Anderson. C'est en effet beaucoup plus efficace que d'avoir un universitaire qui vient très doctement vous expliquer que 70% des espèces vivantes vont disparaître de notre vivant, etc. Bon, voilà, on le sait. Voilà, et lui, il prend une autre optique. Et Alice Fernet l'a pris comme héros et comme martyr dans ce roman-là, dans un roman ouvertement, là, vraiment engagé. C'était le premier vrai roman engagé. Depuis lors, il y en a énormément. Il était presque impossible quand j'écrivais, et j'ai vraiment j'ai recherché de manière très, très active, il était presque impossible, par exemple, de trouver des romans qui problématisaient la question de la pollution. Des romans autour des questions de la pollution, très difficiles à trouver. Des questions autour des risques liés aux centrales atomiques, très difficiles à trouver. Vous allez me dire, parce qu'il y a beaucoup de lecteurs parmi vous, « Ah oui, mais il y a Elisabeth Filleul, la centrale. » Elisabeth Filleul, la centrale. Moi, je veux bien, mais Elisabeth Filleul, la centrale, c'est tout à fait caractéristique dans une perspective française. C'est un écrivain qui est préoccupé non pas du tout des risques du nucléaire, mais de la précarité des ouvriers temporaires qui sont utilisés pour nettoyer les cuves. Le risque du nucléaire, le stockage de nucléaire, les risques de radiation, la légitimité non du tout nucléaire français n'est absolument pas mis en question. La preuve, c'est qu'on a fait de ce livre des versions pour collège qui ne sont pas connues pour être des lectures particulièrement contestataires par rapport à la politique nationale. Donc voilà, là on a le social qui est présent, mais l'environnemental n'est pas là. Maintenant, vous avez des jeunes écrivains qui
aussi bien autour de la question de la défense des animaux. Les droits des animaux est quelque chose qui, avec 20 ans de retard par rapport aux États-Unis, est maintenant massivement présent depuis les 110 jours d'Isabelle Sorante, mais chaque année, Johanna récemment. Enfin, mais je peux vous voir une liste de 10-15 romans sur ces questions, là, des romans très très forts. Mais aussi la question de la pollution. Il y a un tout jeune écrivain que j'aime bien, qui s'appelle Guillaume Poix, qui a fait un livre qui s'intitule Les fils conducteurs, où il va enquêter, il envoie un photographe enquêter sur une énorme décharge au Ghana, et il mêle des questions de pollution, de responsabilité de l'Occident, d'exploitation sexuelle. Voilà, là maintenant, il y a un écrivain d'origine québécoise, Plamondon, qui avec Takawan interroge à partir de ce qui se passe dans une réserve indienne autour des droits de pêche de saumon, interroge là aussi le social, l'environnemental, les rapports entre les anglophones, les francophones, etc. Le panorama est vraiment en 4 ans en train de changer, et ce à quoi je travaille maintenant, et voilà, j'ai assez d'articles qui sont publiés pour penser à regrouper ça dans un livre. C'est vraiment que, à la différence de ce qu'il y avait encore dans ce livre-là, où la question de la nature était encore dominante, aujourd'hui on sent un changement de paradigme et qu'on peut parler de questions écologiques. Et d'ailleurs on voit que très rapidement, avec un peu de retard, l'institution académique aussi, en France, est en train d'embrayer là-dessus, alors que il y a 10 ans, vous regardez un peu de travers en vous disant oui, vos études thématiques, c'est très joli, mais enfin, ce que vous faites, c'est l'image de la nature dans, etc. Ce qui n'est évidemment pas vrai, parce qu'il y a une part de militantisme. Un petit mot sur le militantisme, parce que c'est important. Donc, disons qu'il y a une part engagée que j'assume. Par contre, j'estime aussi que des universitaires, qui en fin de compte sont en France comme chez nous des fonctionnaires, sont mal placés pour porter un discours de désobéissance civique, que je crois très importante, mais je suis toujours un peu mal à l'aise quand des fonctionnaires appellent à la désobéissance civile. Il y a quelque chose d'un peu inconfortable. Que des artistes le fassent, oui, évidemment. Que des universitaires relayent cette parole-là, je pense que c'est important, et je pense qu'il est important de faire connaître à nos étudiants, au public, etc., l'importance de ces problématiques. Est-ce qu'un engagement très concret, très direct est exigé de la part d'universitaires? Je ne le pense pas. Mais je pense qu'il faut rendre ces questions présentes dans le débat public, dans les universités, devant des publics comme vous, évidemment. Voilà, pour cette question du militantisme. Alors, le centre du livre concerne la période qui va de la Seconde Guerre, enfin de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'en 2010 à peu près. Mais vous évoquez aussi des grands anciens, et vous citez donc Giono, que vous venez de citer à l'instant, mais aussi Julien Gracq. Et Julien Gracq était géographe également. Et je me suis posé la question de savoir si finalement la géographie n'était pas un vecteur important dans cette approche de la nature, dans la mesure où on avait une littérature qui, j'enlève l'autofiction, mais une littérature qui allait beaucoup vers le passé, vers l'histoire. Donc elle allait beaucoup regarder derrière elle ce qui s'était passé. On peut citer des livres comme Jean Rouault, Le Chant d'honneur, ou des choses comme ça. Et on voit depuis quelque temps donc, des écrivains comme Emmanuel Ruben, qui est invité au salon, qui va parler de son livre qui vient de sortir sur la route du Danube, mais aussi Anthony Poirodeau, qui est allé dans cette ville qui s'appelle Churchill et qui se trouve dans le Manitoba, qui se mettent à rêver de cartes et à vouloir se réapproprier. Et je me suis demandé si la question n'était pas une question d'actualité finalement. C'est-à-dire que la géographie permettait de sortir plus ou moins de l'histoire, parce que l'histoire a laissé des empreintes dans la géographie, mais pour se dire, bon, et aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Et est-ce que finalement, dans la littérature française qui va s'intéresser à la nature, on n'en est pas encore à faire une sorte de photographie d'État, de l'état actuel des choses, avec ces écrivains-là? Alors oui, je suis assez d'accord avec ça. Il y a deux choses qui ont toujours intéressé et les écrivains et les critiques, c'est-à-dire le rapport à la géographie, ça tient à la discipline, à l'histoire de la discipline, la géographie même, et l'étude du paysage. C'est des choses, quand on parle de nature, souvent, on vous ramène très vite à l'étude du paysage. Il y a des merveilleuses études, des spécialistes de l'étude du paysage, mais c'est pensé selon des lignes pour le paysage qui sont esthétiques,
pour la géographie, autour de la fascination pour les cartes qui est ancienne. Chez beaucoup d'écrivains contemporains encore, on pourrait dire les Rollin par exemple, c'est absolument... Rollin, De Ville... Rollin, De Ville, enfin voilà, on voit déjà Echenoz, Rollin, De Ville, on est en plein dans cette exploration-là. Avec une chose très intéressante aussi, et les exemples que vous donnez, vous racontez aussi, c'est des gens qui vont à l'étranger. Il y a quelque chose de tout à fait caractéristique, c'est que certains de ces textes... Enfin, peu de ces textes, et il faudrait parler de Tesson qui est un peu à part avec Chemin Noir, mais c'est beaucoup plus récent, vont regarder ailleurs, pour en dire du bien ou pour en dire du mal. Mais il y a une espèce de frilosité à parler. Grande exception, c'est Jean Rollin qui parle très très bien des paysages mixtes en France. Des ports notamment. Des ports, mais aussi de toutes les zones périurbaines, de la rurbanité, des zones mixtes. Enfin, il a des très très bonnes pages là-dessus, c'est un extraordinaire observateur. Mais sinon, il semble avoir un vrai problème pour regarder la réalité française. Je pense que, il y a sans doute plusieurs explications. Je pense que ça tient d'une part au fait de la peur du régionalisme. À partir du moment où on va trop ancrer quelque chose dans une région de la France, dans une réalité, on a très très peur d'être étiqueté d'écrivain régionaliste. Et il n'y a rien de plus infamant, encore toujours aujourd'hui, de passer pour un écrivain régionaliste. Là, c'est quelque chose qui est définitivement perdu. Et puis, je pense aussi qu'il y a des problèmes que quand on veut les mettre en scène à travers la fiction, il est beaucoup plus difficile de le faire dans un contexte français. Je reprends mon exemple d'Alice Ferney. Ni vous ni moi ne mangeons de viande de baleine. La France ne dépend pas pour son économie de pêche baleinière. Nous n'allons pas dans les mers polaires. Donc, nous sommes assez sympathiques à la préservation des océans. Cela ne nous touche pas. Cela nous engage peut-être, mais de très loin. Tandis que si vous situez votre propos en France et que vous prenez, je prends deux exemples faciles, mais vous allez tout de suite voir, vous voulez faire un roman autour de, je sais pas, l'ours dans les Pyrénées ou le loup dans le Mercantour, oh là oui, mais les enjeux du pastoralisme traditionnel, les clans, etc., c'est beaucoup plus difficile à problématiser. Et donc, je pense qu'un certain nombre d'écrivains veulent éviter de tomber dans ces pièges un peu... on est très vite englué là-dedans. Il y en a qui le font, mais très très peu. Et donc, alors qu'ils prennent... il est toujours plus aisé d'avoir un regard à distance sur l'étranger que sur la France, sur ces questions-là. Sur d'autres questions, on peut avoir des regards très critiques en France, mais sur les questions environnementales, ça semble un peu plus... Vous avez un bon exemple avec Pierre Jourde qui a fait Pays perdu, un magnifique livre sur ce village perdu voilà, qui lui a valu quelques déboires avec les gens qui habitaient dans ce village-là, mais aussi dans la presse, dans le monde, on va dire ça comme ça, où on l'accusait d'être une sorte d'idiot provincial, parce que vous dites le régionalisme, mais il me semble qu'en France aussi, si on écrit sur la Creuse, la Corrèze, les Pyrénées et les Alpes, on est provincial, alors que si on écrit sur le Danube ou sur une ville du Manitoba, on est international quand même. Oui, je pense que c'est ça, et je pense il est certain que les romanciers français aujourd'hui ont une fascination en particulier pour la littérature américaine, qu'il y a une espèce d'émulation, jalousie, critique très difficile à cerner. Quelque part, beaucoup de romanciers français sont admiratifs de la capacité des Américains à créer des univers, à faire des histoires très très fortes, alors que beaucoup d'écrivains français continuent tout à fait logiquement à privilégier un bien écrire, un sujet minime. Oliver Galmester le racontait tout à l'heure, l'écrivain français à 19 ans s'assied derrière à 21 ans, s'écrit derrière son bureau après avoir fait Normal Sup et refait l'histoire du monde sans expérience. L'écrivain américain a passé par une expérience. Donc je pense que là c'est différent. Donc il y a une sorte de jalousie, mais en même temps il y a une sorte de rejet de cette réalité américaine. On dit c'est facile, c'est bon marché, c'est mal écrit, ça tient uniquement par l'action, ou alors, et c'est un reproche justifié pour certains d'entre eux, c'est viriliste, etc. Donc je pense qu'il y a une espèce de tension qui est très très claire.
Et il n'y a plus aujourd'hui en France, et on l'a un peu oublié, cet accord qu'il y a eu très longtemps entre Paris et la province. Je me suis beaucoup intéressé aussi à la période de la guerre, un peu avant la Troisième République. Quand vous regardez à ce moment-là comment se fondaient les équilibres littéraires, vous voyez que les écrivains de province étaient reconnus par Paris. Un Jean Écart, pour prendre cet exemple-là, peu d'entre vous le connaissent, ou même un Pagnol. Oui, prenons Pagnol. Plus personne dans les universités n'étudie Pagnol. Pagnol ne fait pas partie du canon universitaire français. C'était des écrivains qui étaient reconnus à Paris. L'un comme l'autre était académicien. C'était comme ça déjà sous la Troisième République. Vichy n'a rien inventé. Et puis les étrangers, Mistral. Et puis donc Paris reconnaissait ces écrivains-là, et ces écrivains-là reconnaissaient les Parisiens. Aujourd'hui, il n'y a plus cette organisation-là. On la retrouve un peu transposée avec les écrivains de la francophonie. On fait un peu la même chose maintenant avec... Il y a les écrivains de la francophonie autorisés, qui sont ceux qui ont pris la place dans l'Académie, par exemple, des écrivains qui étaient d'antan les... Je ne dis pas qu'ils ne sont pas bons, je parle simplement sociologiquement, ça fonctionne un peu comme ça. Donc c'est très difficile, ce rapport au concret en France, dans un pays qui a la tradition de valoriser éminemment l'intellectuel, l'abstrait, beaucoup plus que le concret. Et tout ce que Oliver a dit tout à l'heure sur son goût pour le concret, il a répété quelque chose qui est tout à fait faux, c'est qu'il n'est pas intellectuel, il l'est évidemment, mais pas selon les lignes qu'on donne généralement à ça, à savoir qu'on va tout de suite vers le plus abstrait. Non, je pense qu'il y a aussi chez une nouvelle génération un goût du concret. Une volonté d'inscrire la littérature de nouveau dans le concret. Ce qui ne veut pas dire qu'on retournerait vers une littérature naïvement référentialiste, évidemment, ni qu'on ne peut écrire qu'à partir d'une expérience personnelle. Ça n'a aucune espèce d'importance. Il y a des écrivains qui n'ont absolument rien vécu personnellement et qui sont capables de vous faire croire ou de rendre présent un monde qu'ils n'ont pas vécu. Il ne faut absolument pas un lien biographique nécessairement. Mais la question se pose quand même, et vous le dites dans le livre, que cette question-là se pose du contre Sainte-Beuve de Proust vis-à-vis de ça. A-t-il vécu ce qu'il raconte ou pas, et qu'est-ce que ça apporte? Je reviens sur le concret et toujours sur cette idée de se déplacer, puisque sur la France, il n'y a pas de territoire vraiment vierge à explorer. Je me suis demandé si finalement le concret ne venait pas par le déplacement. Et si la littérature américaine s'appuie aussi sur l'histoire américaine qui a été la colonisation d'un continent, donc il fallait conquérir les terres et on va écrire sur les terres qu'on va conquérir, il me semble que chez vous, ce qui ressort le plus, c'est que cette littérature-là va naître des horreurs de la guerre. Alors Giono, vous l'avez évoqué pour la Grande Guerre, mais on va le retrouver avec Pierre Gascard, que vous citez beaucoup, comme si tout à coup la guerre et le fait d'être déportés, puisque des auteurs vont être déportés. Chez Pierre Gascard, il y a un texte que vous citez énormément qui s'appelle La Forêt, où ce sont 4 prisonniers français, 3 ou 4, 4 c'était dans la Clamolette, 3 prisonniers français qui se sont évadés et qui vont traverser une forêt en Bavière, sauf que cette forêt va être un autre monde que le monde dans lequel ils vivent, ils ne vont pas la comprendre, ils vont se retrouver à tourner en rond, à plus savoir comment sortir de cette forêt, jusqu'à vouloir être repris par quelqu'un pour sortir de cet univers-là. Donc on a cette idée-là du déplacement obligatoire, ou volontaire avec Anthony Poirodeau à Manitoba, dans le Manitoba, et dans le déplacement, tout à coup, on est affaire à un monde réel qu'on ne connaissait pas. Et cette histoire-là, de ce déplacement, amène donc le concret que vous citez dans le livre comme étant presque une obligation pour parler de la nature aujourd'hui, pour éviter l'exotisme, pour éviter le côté décor de papier peint de la nature dans la littérature qui précédait. Oui, et là je rejoins absolument ce qu'Oliver disait tout à l'heure. Pour des écrivains qui ont cette ambition de rendre présente la nature par une écriture d'essence, il est essentiel de savoir ce dont on parle et de ne pas placer des animaux qui sont absolument invraisemblables rencontrés par exemple en altitude, de les situer à 3000 mètres, enfin, voilà, ou de montrer des lapins dans des paysages de neige. Il n'y a pas de lapins dans des paysages de neige, il peut y avoir des lièvres, mais il ne peut pas y avoir de lapins. Enfin, voilà, donc ce sont des choses très très concrètes. Je pense que ça c'est une exigence minimale de la part des écrivains qui, dans la mesure où ils sont souvent étrangers, comme nous tous, on est tous citadins du monde naturel, rural, ont parfois du mal à intégrer cette réalité-là. Mais je constate
en même temps, et là c'est dans des choses que j'ai étudiées après ce livre-là, que par exemple, il y a un énorme retour dans la littérature française contemporaine de l'histoire naturelle. L'histoire naturelle est en train de redevenir présente chez un grand nombre d'écrivains, et alors là, aussi bien des écrivains de fiction que de non-fiction. Il y a entre autres chez Corti une très très belle collection d'histoire naturelle dirigée par Raffose qui reprend des textes qui sont des textes d'histoire naturelle mais qui sont en même temps des vrais textes littéraires, c'est-à-dire qu'il y a une exigence d'écriture qui est présente. Là j'observe quand même que les choses sont en train de bouger là-dedans, dans cette collection-là par exemple. Mais dans d'autres livres, par exemple, on reprend Jean Rollin pour ne pas multiplier tous les noms, mais enfin on prend Jean Rollin. Jean Rollin est un ornithologue amateur très averti. Voilà, quand il parle du traquet kurde, il sait de quoi il parle, et toutes ses observations d'oiseaux sont très concrètes. Donc je pense que ce souci est là. Quand moi je discute avec mes étudiants, à ma génération, l'autoréférentialité du texte littéraire, c'était le nec plus ultra, les constructions. Et je pense que ça continue à être important. Il ne s'agit absolument pas de rejeter ça. Mais quand j'en parle maintenant, quand je parle d'auteurs, disons, équivalents par exemple, à Thomas Pynchon, tous les écrivains du postmodernisme américain, ils n'entrent absolument plus dans ces jeux intellectuels qui nous fascinait. Il n'entre même plus dans un texte qui a été très très important pour moi, de Jean Echenoz, par exemple, La salle de bain. Ils vous lisent La salle de bain, ils disent mais c'est quoi ce truc, enfin, tandis que nous, on était fascinés à cette époque-là par ce texte. Enfin, c'était vraiment un texte qui a été très très important. Ça ne marche plus. Je pense que pour une nouvelle génération, l'écologie est, et c'est Pierre Gascard dont je parle en effet toujours avec grand plaisir, et dont on peut parler si on veut. Pierre Gascard avançait déjà, l'écologie, disait-il déjà dans les années 70, sera la prochaine et dernière grande utopie après l'échec de toutes les grandes idéologies qui nous a valu le rejet de l'engagement, etc. Et j'ai l'impression que ça vit vraiment très fort auprès d'une génération qui a 20 ans maintenant. Oui. Vous avez donné à Jean Echenoz qui appartenait à Jean-Philippe Toussaint. Ah pardon, oui, non, c'est parce que Toussaint à la salle de bain, Echenoz était resté pour... Echenoz c'est le père, Toussaint c'est le... Non, lapsus, pardon. C'est un peu ça. Je reviens sur cette idée là donc d'aller voir, d'aller se confronter. Donc vous évoquez cette nécessité du concret, mais ça suffit pas pour faire de la littérature sur la nature. Et vous allez dans le livre essayer de définir des angles comme ça. C'est vers la fin du livre, vous donnez un peu des choses. Des obligations, enfin des choses qu'il faudrait faire pour parler de ça. Vous dites regarder et faire voir, par exemple, ce sont des paragraphes, refus du symbole ou de la morale, tout ce dans quoi on avait vu une littérature de la nature, enfin la nature utilisée par la littérature à des fins qui n'étaient pas de parler de la nature, mais parler d'autres choses, de parler de morale ou de choses comme ça. Donc vous mettez tout ça en place. Et à partir de là, on va voir arriver dans votre livre des noms qui vont apparaître de plus en plus. Alors, peut-être de plus fréquents dans la littérature contemporaine française, ce seront Pierre Gascard et Jean-Loup Trassard. Trassard étant surtout un écrivain de la ruralité plus que de la nature, ou de l'absence de l'homme dans l'agriculture, enfin dans les paysages. Et il y a un auteur quand même qui me paraît moi tout à fait primordial. Vous avez cité Jean Rollin, mais Jean Rollin doit beaucoup à cet auteur, c'est Jean-Christophe Bailly, et notamment à ses livres qu'il a fait sur le monde animal. Parce que Bailly étant un grand spécialiste de paysages, vous citez beaucoup Le Dépaysement, qui est un grand voyage que Bailly fait dans la France pour essayer de constituer une sorte d'identité de la France à travers ses paysages et à travers ce qu'il voit. Mais il y a quand même chez lui 2 livres au moins sur le monde animal, sur qu'est-ce que c'est que le regard d'un animal, etc. Et ça va être très important pour des auteurs comme Jean Rollin aussi. Vous l'évoquez un peu également. Donc ce serait une nature où il y aurait des animaux. Ce qui n'est pas forcément, ce qui n'était pas le cas. Vous parlez du paysan, à part Marivaux avec le paysan parvenu, le paysan n'apparaissait pas dans la littérature française. Après, c'est l'animal qui apparaissait quasiment pas dans la littérature, ou alors l'animal domestique. Oui, alors deux choses. D'abord, sur le rapport symbolique. Il y a quelque chose de très caractéristique, c'est que quand on a un paysage, quand on avait un animal, quand on avait un voyage, la lecture universitaire, et plus elle devenait scolaire ou académique, plus elle accentuait ça, un voyage ne pouvait être intéressant que s'il était symbolique.
s'il voulait dire quelque chose de plus que le simple voyage. Or, évidemment, les voyages les plus intéressants sont des voyages qui sont d'abord des voyages qui vous font voir le concret. Nicolas Bouvier, par exemple, il n'y a absolument pas besoin de lire du Nicolas Bouvier en imaginant une signification symbolique ou quoi. Donc là je pense qu'il y a quelque chose de vraiment très, très important. Ensuite, pour la seconde partie de votre question, en effet, la question de l'animalité, c'est certainement par ce biais-là et par le retour de tout ce qui était aussi droit des animaux et aussi comportement des animaux que l'interrogation est venue. Et l'interrogation est venue, une fois de plus, non pas de la part de littéraires. Elle est venue d'abord de la part d'éthologues. Ce sont les travaux d'éthologues qui ont fondé ça, des travaux qui ont été vulgarisés par quelqu'un comme Karl Safina, par exemple, sur la souffrance et sur la sociabilité de certains grands mammifères ou des loups, par exemple, la capacité de deuil, etc. Il y a les sciences exactes, disons, les sciences comportementales, ont très fort instruit les littéraires de ce point de vue-là. Et à ce moment-là, il y a en effet des travaux comme ceux de Jean-Christophe Bailly, ou sur les animaux, Éric Baratet, par exemple, qui travaille beaucoup sur ces questions-là, et il l'a fait aussi à partir de la Grande Guerre, qui ont remis ça d'actualité. Et donc, en effet, il y a toute une réflexion qui se fait autour de ça, menée par un groupe de recherche, entre autres, qui s'appelle Animaux, animé par Anne Simon, qui interroge ça. Ça, c'est quelque chose qui est devenu tout à fait légitime et qui, au fil des années, s'est développé de plus en plus vers, parallèlement à des changements de société, vers une question de l'engagement. Énormément de livres qui s'écrivent maintenant s'écrivent contre l'élevage industriel, contre même la consommation carnée, s'écrivent dans une perspective végane, quelque chose qui était, mais il y a même encore 10 ans en France, considéré comme complètement exotique. Ça se retrouve maintenant dans une littérature de grande diffusion. On n'est plus du tout dans une littérature de petits cénacles. Alors, il y a des livres qui sont littérairement plus ou moins réussis, mais où c'est assumé pleinement. Là, à la rentrée littéraire, vous avez peut-être vu Camille Brunel, La guérilla des animaux, où c'est un espèce de roman où il y a deux personnes qui, pour venger des animaux, une espèce de roman picaresque à moitié d'anticipation, il y a deux personnages qui vont tuer des hommes parce que les hommes ont tué des animaux. Voilà, c'est une espèce on essaye de retrouver un genre pour dire ces questions-là. Et en parallèle, il y a des philosophes, il y a Jean-Christophe Bailly et d'autres qui essayent d'accompagner ça et qui pensent ça. Donc oui, c'est certainement un des grands enjeux, la question animale et le versant animal, pour reprendre le titre du bouquin de Bailly, qui est très important. Alors, on a cité Hubert Mingarelli, et je me suis demandé quand même si Hubert Mingarelli était vraiment un auteur un écrivain de la nature. Je vous dis pourquoi, parce que vous citez La Dernière Neige, me semble-t-il, qui est une histoire où un jeune enfant, pour sauver une sorte un milan, un grand rapace qui est dans une cage à vendre chez un type qui vend un peu de tout, décide de venir en aide aux personnes qui sont dans une maison de retraite, ou dans un hôpital, un EHPAD on dirait aujourd'hui, de les accompagner pour avoir un peu d'argent de poche, etc. Et puis une vieille dame qui va mourir lui confie son chien afin qu'il le tue. Parce qu'elle va mourir, elle ne veut pas laisser son chien, personne n'en veut. C'est pas elle qui lui confie, une fois qu'elle est morte, c'est la famille qui confie au gamin le chien pour qu'il le tue. Et donc il va partir, une manière de tuer le chien, partir dans la campagne, dans la montagne, où il a beaucoup neigé, et essayer de faire en sorte que le chien se perde et disparaisse. Donc une façon de tuer sans tuer, d'une certaine manière. Le paysage là, chez Mingarelli, me semble être symbolique. Il ne me semble pas être même si lui il vit en montagne et s'il sait ce que c'est que la montagne, il me semble que dans beaucoup de ses livres, le paysage est symbolique. C'est un col à franchir quand on transporte des moutons dans une voiture. C'est un paysage où il y aurait quelque chose de bucolique, presque d'édénique, et l'incapacité des personnages d'y aller parce qu'ils sont pauvres et qu'ils ont autre chose à faire que d'aller profiter de cette campagne-là. J'ai toujours l'impression que chez lui, c'est une manière de ne pas mettre de décor, en fait. Oui, alors deux choses. D'abord, le fait qu'on puisse, a posteriori, faire
une lecture symbolique n'empêche pas la réalité du personnage. Tout ce que je veux dire, c'est que les bons écrivains sont des écrivains qui sont capables de d'abord saisir la réalité du monde, sur laquelle nous, lecteurs, nous pouvons ensuite projeter une lecture. Mais il faut d'abord que ce monde soit là, suffisamment solide, ou nous donne l'impression d'une suffisamment grande solidité pour que la métaphore puisse se greffer dessus. Il ne faut pas que la métaphore soit là immédiatement, parce qu'à ce moment-là, on n'a plus de travail littéraire. Alors on est dans des questions d'allégorie, qui est un genre qu'on ne pratique plus vraiment, enfin il faudrait préciser. Donc ça c'est une première chose. Et donc en effet, il y a une dimension interprétative chez Mingarelli, certainement. Mais en même temps, Mingarelli sait parfaitement et nous fait voir le paysage de manière dynamique, ne considère pas le paysage uniquement dans une perspective utilitaire ou esthétisante. Alors, pour reprendre le début de votre question, savoir si Mingarelli est ou n'est pas un écrivain de la nature, en fait, ces cases comme ça n'ont pas de sens. C'est-à-dire que déjà, sur l'ensemble de l'œuvre d'un écrivain, il peut y avoir un certain nombre de livres qui entrent dans des problématiques environnementales. Alice Ferney, elle n'est absolument pas un écrivain de la nature. C'est un écrivain du social, de l'histoire, mais pas du tout un écrivain de la nature. Il se trouve qu'il y a un ouvrage où c'est très, très présent. Je pense que là, ces cases, et certainement une case qui serait l'équivalent de la nature writing en France, ça n'existe pas. Déjà parce que notre rapport historique au paysage n'est absolument pas le même. La France est un pays rural, remonté à 3 générations dans à peu près n'importe quelle famille. Et vous avez des gens qui sont, sinon paysans, du moins issus de la ruralité. Et or, c'est un monde qui a disparu. Regardez en France, c'est tout à fait caractéristique. Il n'y a qu'en France, je suis un grand amateur aussi des vides-greniers et d'autres brocantes, il n'y a qu'en France que vous voyez ces énormes stands avec les outils de ferme bien renettoyés, etc., avec des collectionneurs énormes, parce que ce sont des objets qui, quelque part, sont très liés à un passé rural, et les gens achètent ça, ça a énormément de succès. Chez nous, vous ne voyez absolument pas ça, il n'y a plus personne qui s'intéresse à ces vieux outils, et rassurez-vous, la Flandre était paysanne jusqu'il y a une génération, donc c'est encore tout à fait autre chose. Tandis qu'en France, on continue à se définir par rapport à une ruralité. Je pense que ça, quand même, était très, très présent. Et vous avez cité Jean-Loup Trassard. J'allais venir. C'est certainement un des écrivains. Alors, c'est peut-être moins un écrivain de la ruralité que de l'agriculture, une agriculture qui est en train de disparaître et qui, justement, va faire voir ce monde-là de manière très très forte, puisque lui, il habite dans le bocage normand. Mayennais. Pardon. Mayenne n'est pas en Normandie, oui, non, je sais. c'est Pays de la Loire encore. Oui, c'est juste à côté. Il est là, et donc dans la maison où il a grandi, donc où il a vécu toute sa vie, même s'il a été parisien la moitié de sa vie aussi, et il rend très présent ce monde agricole, avec un constat qui est un constat de disparition. Il dit, enfin, son idée est quand même que voilà, il y a une continuité entre le néolithique et la période de l'immédiat après Seconde Guerre mondiale, où le travail de la terre se faisait à peu près dans une continuité, où c'était un monde qui avait une unité, et que ce monde n'existe plus. Je pense que c'est un des meilleurs écrivains. Si je devais vous conseiller un livre, ce ne serait pas un de ceux qui parlent directement du rapport à l'agriculture, mais c'est son roman qui s'appelle Dormance, qui est un roman en fait préhistorique, qui est extraordinairement bien écrit, et où Jean-Loup Trassard fait surgir, à partir d'un pré-humide qui se trouve là, qu'on voit à partir de ses fenêtres de sa maison, il fait surgir une espèce de petite colonie d'hommes préhistoriques. Et il imagine ça, et alors, assez ironiquement, quelques années après,
un paysan trouve justement dans ce pré humide des haches polies préhistoriques qui confirment a posteriori la fiction qu'il avait créée. Mais quand on discute avec lui, enfin j'ai eu l'occasion de le faire encore à la fin du mois de janvier à la Maison des écrivains et de la littérature, quand on discute avec lui aussi, il montre très bien, c'est un homme d'une autre génération, il a commencé à écrire dans les années 70, à une époque où on parlait beaucoup plus de fusion avec la nature, des livres comme L'Ancolie sont encore beaucoup plus dans cette logique-là. Mais alors il appartient aussi à cette génération où il a toujours estimé qu'il fallait faire la distinction entre la littérature, où il ne parlait pas d'engagement environnemental, même s'il regrette très fort l'usage des pesticides, que le remembrement est une catastrophe pour le monde rural, etc. Il s'est presque interdit de parler de ça dans ses romans parce que ça ne faisait pas littéraire. Et par contre, il a mené, il a fait des textes aussi tout à fait environnementaux, écologistes avant la lettre, mais qu'il publiait alors dans d'autres revues, comme s'il n'y avait pas de légitimité. Le prochain livre qui va sortir sera pour la première fois une espèce de recueil de textes où il va très très fort critiquer le monde paysan pour avoir utilisé massivement des pesticides, etc., et avoir tout sacrifié à l'argent. Voilà. Vous citez 3 livres de Jean-Loup Trassard, donc Ancolie, Dormance, et le troisième, c'est La Déménagerie. Oui. Et La Déménagerie, c'est un livre assez extraordinaire que je vous conseille autant que Dormance. Dormance, c'est un livre fabuleux. Mais dans La Déménagerie, le propos de Jean-Loup Trassard, c'est de montrer une famille de fermiers qui doivent déménager, parce qu'ils sont, comment on appelle ça, ils sont métayers. Enfin, oui, ils doivent déménager de ferme parce qu'ils ont eu une naissance et qu'ils ne pourront pas vivre sur cette ferme-là comme il faut. Et donc, ils vont déménager de la Mayenne à la Vendée ou à la Deux-Sèvres. Enfin, c'est pas un grand déménagement, sauf que ça se passe quand même dans les années 40, dans la France occupée, avec les Alliés qui commencent à vouloir bombarder, etc. Et donc, on va aller voir prendre tous les outils, toutes les choses de la ferme, les amener sur une charrette, pour une partie d'entre eux, le fils étant dans un train avec les bêtes, et traverser cet espace de territoire. Et ce que Jean-Loup Trassard dit, c'est qu'il a écrit ce livre pour que chaque objet soit nommé, chaque objet des fermes de l'époque soit nommé. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui a ce côté de mémorialiste d'un monde qui disparaît. C'est aussi un grand photographe. Toutes les photos de Jean-Loup Trassard concernent des espaces, des paysages agricoles, mais où il n'y a jamais un homme de visible. On va voir des traces de charrettes ou de tracteurs, mais il n'y a jamais un homme de visible. Donc il montre cette disparition-là. Cette écriture-là de Trassard me semble être une écriture de la mémoire et peut-être même de l'encyclopédie. Oui, enfin, évidemment, son goût naturel le penche, le pousse vers ces questions-là. C'est-à-dire qu'il est fasciné par le monde agricole. Mais, à mon avis, ce n'est pas l'ethnologue. On le ramène, à mon avis, trop souvent à une position d'ethnologue, de photographe de cette réalité rurale. Je pense que c'est d'abord un grand créateur. Et La Déménagerie nomme évidemment ces objets, mais par exemple, la réussite de La Déménagerie, c'est le fait qu'en fait, ce qu'il fait, c'est un western, enfin, c'est un voyage, c'est l'équivalent du voyage en chariot des westerns. Hein. Et donc, il prend une structure existante, qu'on connaît tous par les films, etc., et il transpose ça. Je pense que c'est beaucoup plus qu'un mémorialiste. Ce qu'il y a, c'est que quand il en parlait, très souvent, il revient à cette réalité. Il vous parle des mots du patois, il vous parle de l'usage qu'on avait des objets, etc. Mais quand vous lisez ses livres, vous voyez que c'est surtout un extraordinaire créateur d'univers. Et aussi un très très bon photographe qui fait voir ces espaces qui ont été travaillés, où l'homme est absent, mais où chaque chose, en fait, tout renvoie à l'homme parce que c'est l'homme qui a travaillé ce paysage. Et c'est quelqu'un qui est vraiment très très important de ce point de vue-là. Si je voulais évoquer ça, c'est parce que dans votre livre, il y a cette question qui me paraît assez fondamentale entre le concret et l'imaginaire, mais aussi entre l'espace de la nature et l'espace du livre. Un autre écrivain que vous citez, et j'étais surpris de le voir dans votre ouvrage, c'est Pierre Sange, pour Ruines de Rome. Ruines de Rome, c'est son 2e roman, je crois. Et dans Ruines de Rome, c'est un personnage qui décide de provoquer une sorte de révolution, de destruction
de l'urbanisme à travers des plantes qu'il va mettre un peu partout dans la... Enfin, c'est un livre très drôle, hein, où il va essayer de planter des herbes sauvages, des plantes, des fruits un peu partout dans la ville pour que ça finisse par fracturer le macadam, les trottoirs et que la végétation envahisse tout. Vous le mettez dans cette perspective d'une fin du monde où la nature reprendrait ses droits, mais en même temps vous dites que c'est quand même un ouvrage où chaque titre de chapitre est sorti d'une encyclopédie des végétaux. Et en fait, chez Sange, tout son travail part du livre et pas du tout de la nature. Absolument. Absolument. Et c'est ce que je veux dire. En fait, il y a dans les études universitaires américaines qui ont beaucoup travaillé tout ce qui est eco-criticism, etc., il y a une espèce de cliché. Et le cliché est le suivant. Je peux vous donner à peu près une dizaine d'exemples d'universitaires qui écrivent ça. Un jour, j'étais en train, il écrit, hein, un jour j'étais en train d'étudier un poème postmoderne devant la fenêtre devant la fenêtre de mon bureau, et brusquement, et alors ça dépend d'après l'endroit où les gens écrivent, une harde de cerfs amène, ou une énorme vague à Hawaï déferle, et l'universitaire se dit: qu'est-ce que je suis en train de faire, de parler d'autoréférentialité de la langue, alors que la vraie vie, elle adore. Mais en fait, c'est un cliché grand comme une maison, excusez-moi l'expression. Il n'y a absolument pas de contradiction nécessaire entre une littérature qui serait soucieuse de la forme, qui mettrait en scène son propre fonctionnement, et une littérature qui est préoccupée d'environnement ou de nature. Je pense que Pierre Sange, qui a évidemment la fascination de l'encyclopédie, que ce soit Lichtenberg ou ça, il a la fascination de ça, participe aussi, à travers un livre comme ça, à forger notre imaginaire. Et je trouve que de ce point de vue-là, alors pour prendre un exemple plus ancien, le livre de Pierre Sange, parce qu'il parle de notre génération, est aujourd'hui beaucoup plus intéressant pour nous que, par exemple, La faute de l'abbé Mouret de Zola, qui, là, pour le coup, est pour moi, mais évidemment, c'est parce que c'est un livre d'une autre époque, un démarquage pur d'encyclopédie, copié, avec un foisonnement, et purement dans une lecture immédiatement symbolique du monde, avec le Paradou, etc. Tandis que Pierre Sange, lui, il essaye de manière ludique de... Je ne dis pas que c'est son but, mais c'est un des faits de lecture. Nous nous interrogeons sur notre propre société, et dans ce cas-là, dans le rapport aux végétaux, à travers son livre. En plus, c'est la forme végétale qui donne sa forme au livre. Donc, je ne pense pas qu'on doive faire que le clivage écrivain, intellectualiste, autoréférentialité, amoureux du dictionnaire, qu'on doive mettre ces gens dans d'autres cases que ceux qui seraient les écrivains de la terre, qui manient la scie à chaîne, qui déblayent la neige, etc. Je ne vois absolument pas pourquoi. Je pense que les deux types d'écrivains nourrissent notre imaginaire, parce que de toute façon, pour nous, ce sont des livres de papier. On n'est pas, nous, en train de nous promener au Canada ou en train de faire les travaux de la terre. Absolument pas. De toute façon, pour nous, le rapport est un rapport qui passe par le papier. Donc voilà, je ne pense pas qu'entre une perspective, disons, ironique et une perspective alors plus soucieuse dans l'environnement et du concret, il y ait un fossé, ni qu'il faille rejeter l'un pour arriver à l'autre. Alors cependant, dans une des conclusions du livre, il y a cette idée que les choses vont probablement changer dans cette littérature qui s'intéresse à la nature du fait de l'injonction de préserver l'environnement. Comment voyez-vous cette chose-là arriver aujourd'hui dans la littérature, et en quoi des écrivains comme Trassard ou Pierre Gascard, que vous citez beaucoup, seraient des jalons dans cette évolution de la littérature de la nature? Alors, d'abord ceci, Pierre Gascard, je dois d'abord, parce que le nom ne vous dit sans doute rien, Pierre Gascard est un des écrivains français de la seconde moitié du XXe siècle qui compte parmi ceux qui ont obtenu le plus de prix. Le Goncourt, le Grand Prix de l'Académie, le prix Roger Caillois. Il est l'auteur à peu près de 80 livres chez Gallimard. C'était un auteur qu'on citait dans les années 70 dans le même souffle des études américaines, disait les 6 maîtres contemporains, Sartre, Giono, Camus, Gascard, et j'oublie, enfin voilà. Donc c'était quelqu'un qui a été en dialogue avec le nouveau romancier, qui ne s'est pas du tout opposé, qui a été complètement oublié.
et qui, dès les années 75, dans une littérature de fiction vraiment exigeante, a pensé notre rapport à l'environnement. Par exemple, il a fait tout un livre sur les lichens, où il étudie tous les peuples du lichen, l'importance du lichen, la disparition du lichen, ce que la disparition du lichen veut dire sur la pollution, etc. Mais dans un texte extraordinairement fort d'un point de vue de l'écriture. Je ne dis pas que toute l'œuvre de Pierre Gascard est majeure, il écrivait malheureusement aussi pour vivre, mais il y a au moins une dizaine de livres qui méritent d'être republiés et 3-4 livres qui sont absolument majeurs. Le problème aussi que nous avons aujourd'hui quand nous voulons penser ces questions de rapport à la nature, c'est que, à la différence des Américains, nous n'avons pas les outils ou la tradition littéraire pour y accrocher ce qu'on a fait. Alors, qu'est-ce que nous avons ? On a les régionalistes, enfin, on a Giono, et si on remonte plus loin, on va toujours vous dire Giono, Rousseau. Oui, mais on ne pense absolument plus notre rapport à la nature comme pouvait le penser, absolument pas comme Rousseau. En plus, c'est très complexe chez Rousseau, ou comme chez Giono. Donc je pense qu'on le pense beaucoup plus d'après des intuitions qu'on peut avoir des gens comme Romain Gary avec Les Racines du ciel, qui est un des livres précurseurs de l'écologie. On peut beaucoup discuter sur ce que ça signifie exactement, mais enfin, cet homme qui va protéger, enfin, son personnage Morel qui va protéger les éléphants en Afrique, à travers un Gascard, ou alors maintenant des auteurs, et dont on parlera sans doute cet après-midi aussi, plus anciens, comme un Élisée Reclus, par exemple. On est en train de retrouver des espèces de balises qui nous faisaient défaut. Et je pense qu'elles nous faisaient défaut parce qu'en France, et certainement dans les années 70, contrairement aux Américains où les progressistes se sont intéressés à la nature, ça n'a pas été le cas en France. C'est-à-dire que les communistes étaient productivistes, regardaient du côté des ouvriers, certainement pas du côté des paysans. La gauche, dans son ensemble, à part quelques exceptions, Pierre Fournier, La Gueule ouverte, le mouvement du Larzac, qui, je pense, dont on va découvrir l'importance énorme, plus on va avancer. Et je pense que c'est un événement qui va peut-être même, a posteriori, compter autant que mai 68, qui pour le moment est encore le seul référent majeur. On n'a pas ces repères dans le passé. Et donc, je pense que si on peut rendre ces écrivains visibles, si on peut inviter à une relecture de ça, on aura aussi une meilleure façon de penser ce qui est en train de se développer maintenant. Ce n'est pas pour rien, je crois qu'aujourd'hui, on fait aussi souvent référence à Thoreau, à Rachel Carson, à Aldo Leopold, à ces penseurs américains qui ont inspiré la deep ecology américaine, que édite très très bien mon éditeur, qui est d'abord un éditeur de philosophie, toute l'écologie profonde, qui a très mauvaise presse en France. Je pense qu'on revient à ces sources-là, parce que c'est ça qui est en train d'influencer une nouvelle génération autour des questions des droits des animaux, autour des respects du personnage, autour des questions d'éthique de la terre, et pas du tout dans une tradition franco-française. Aujourd'hui, aucun lecteur en France n'est plus lecteur exclusivement de littérature française. Je veux dire, nous sommes tous extraordinairement cosmopolites dans nos lectures, alors que même encore quand j'étais plus jeune, on lisait beaucoup d'écrivains français. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des écrivains étrangers, Faulkner et autres, qui ont été Conrad, qui ont été majeurs, absolument pas. Mais enfin, ça s'est quand même énormément ouvert, et je pense que c'est une grande richesse. Ceci dit, en même temps, je parle du passé, mais je pense que ce qui est très important, et ce qu'on voit dans la littérature française qui est en train de s'écrire maintenant, et je dis même dans les toutes dernières années, depuis la publication de ce livre-là, c'est un souci du futur. C'est-à-dire qu'en France, l'histoire est reine. Vous savez, les sciences humaines, ça va très bien, très mal. Vous essayez de publier un livre en critique littéraire, dans les années 70, ça marchait encore bien, il y avait des lecteurs pour ça. Même le grand public, il lui arrivait de lire du Jeunette. Aujourd'hui, en littérature, les études littéraires touchent très peu de monde. Qu'est-ce qui est encore légitime en sciences humaines très fort ? En France, la philosophie, parce que vous avez une tradition très forte de ce point de vue-là, et que ça correspond ça donne des grandes réponses générales à des questions de société, et l'histoire.
Mais personnellement, j'en ai un peu assez qu'on nous explique tout par l'histoire, qu'il n'y a que l'histoire qui serve de référence. Où sont les écrivains, et je pense qu'ils sont en train d'arriver aujourd'hui, où sont les écrivains qui, à partir d'un imaginaire qu'ils mettent en place, pensent notre monde de demain, pensent le futur? Évidemment, je sais bien que toute la question de l'engagement a été discréditée par la faillite des grandes idéologies. Je veux dire, évidemment que pendant des années, l'écriture engagée, l'engagement a eu mauvaise presse. Je connaissais jusqu'à 10 ans très peu d'écrivains qui voulaient, même s'ils avaient un passé très engagé, qui voulaient encore recevoir le label d'écrivain engagé. Aujourd'hui, j'en vois beaucoup qui, autour de ces questions d'environnement, acceptent le label d'engagé et, dans leur fiction, imaginent, essayent de trouver aussi des formes littéraires pour dire ce que pourrait être notre monde de demain et pour dire quel serait notre nouveau rapport à l'environnement. Parce que notre nouveau rapport à l'environnement n'est pas celui de gens qui travaillent la terre. C'est fini, nous n'avons plus personne d'entre nous ne travaille la terre. Donc ça passe nécessairement par d'autres rapports. Et ce n'est pas la nature en elle-même qui compte, ce qui compte c'est à travers les objets culturels, quel rapport est-ce que nous pensons, comment est-ce que nous pensons dans un rapport à la nature? Et pour prendre l'exemple que vous abordiez tout à l'heure tous les deux avec Oliver, vous prenez la littérature américaine des grands espaces. Et ça m'y a fait penser la petite anecdote racontée par Rick Bass qui va accompagner cette amie, je pense que c'est une femme joggeuse armée d'un pistolet pour éventuellement la protéger d'un ours. Okay, ça, c'est un stade de l'écriture. Et Rick Bass est un écrivain écologiquement engagé. À la fin de ses livres, vous avez toujours les sites, faire don là, etc. Il est écologiquement engagé. Mais la question qui se pose, c'est qu'est-ce que ces joggeurs ont à faire dans un territoire qui est celui de l'ours et éventuellement des Premières Nations historiquement, mais qu'est-ce qu'ils ont à faire là? Pourquoi est-ce que nous devons aller avec des pistolets et des vélos dans cet environnement-là? Est-ce qu'il n'y a pas, et là, peut-être que vous pourrez entendre cet après-midi Virginie Maris qui parlera peut-être de ça, parce qu'elle en parle en tout cas dans son dernier livre, Virginie Maris qui dit il y a peut-être des endroits où l'homme doit comprendre qu'il n'a pas sa place, où il n'a rien à faire, que ce lieu ne lui appartient pas. Et je pense que c'est très important. Et la littérature nous aide à penser ces rapports-là. Parce que toutes les discussions philosophiques importantes sur nature, culture, mais en même temps, plus on dit que l'homme appartient à la nature, et voilà, en même temps, dire que l'homme appartient à la nature, c'est aussi dire que l'homme est partout chez soi. Peut-être, et c'est du moins la position de Virginie Maris, par exemple, mais elle n'est pas seule, hein, je veux dire, je pense, enfin, c'est peut-être pas elle qui a inventé l'idée, mais qu'il y a des endroits où nous ne sommes pas chez nous. Et que la première chose que la littérature peut peut-être nous faire comprendre, c'est que, eh bien, on n'a rien à faire dans une zone de réserve naturelle avec un casque fluo, des vélos et un pistolet pour tirer sur les ours. Enfin, voilà. Et encore, Rick Bass est un écrivain militant. Alors là, vous voyez tout de suite, on va entrer dans une discussion qui peut être beaucoup plus polémique. Et qui serait trop longue pour qu'on puisse la poursuivre, puisqu'on a déjà dépassé le temps qui était imparti. J'aurais bien évoqué avec vous l'avenir de la littérature dans le vin, par exemple, parce que des vignerons qui se mettent à faire du vin nature sont des grands lecteurs de littérature engagée. On aurait pu évoquer ça, comment les passerelles se font. Absolument, il faut qu'économiquement ça soit rentable. On le fera peut-être au repas. Si vous avez des questions, comme tout à l'heure, il y a toujours 2 micros, il y a toujours 2 personnes qui vous les apporteront si vous levez la main. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à Pierre. Bonjour. Est-ce que dans votre ouvrage, vous abordez le cas de 2 écrivains qui me viennent en tête? Je fais allusion à Gilles Joannard. Non. Non. Et je vais le noter, mais non. Ouais. Ou quelqu'un qui a été très proche de Jacques Côté, qui lui est plus dans la poésie, une forme de poésie spirituelle, qui était appelé le dieu de l'herbe, je pense, qui s'appelle Pierre-Albert Jourdan. Pierre-Albert Jourdan. Absolument pas. Il n'y a pas de poésie. Désolé, enfin, évidemment, l'importance de Jacques Côté est reconnue, il tombe en dehors de mon corpus parce qu'en effet, pas du tout dans la littérature de fiction. Mais non, mais je prendrai tout à l'heure note très, très volontiers parce que c'est l'avantage, évidemment, c'est que le corpus est énorme et on fait des découvertes tout le temps. Donc non, ces écrivains-là. Je pensais aussi à un romancier qui a
qui est proche du polar d'une certaine façon, puis qui a été étiqueté comme écrivain régionaliste pendant un certain temps, qui est Roger Frény. Oui, oui. René Frény. Oui, René, oui. Oui, enfin, alors, c'est aussi... Normalement, j'exclus de mon corpus la littérature de genre. C'est-à-dire que... mais je dois préciser, c'est-à-dire que j'exclus tout ce qui est littérature fantasy, je ne prends pas la littérature d'enfance, même s'il y a des choses très intéressantes là-dedans, mais on ne peut pas être spécialiste en tout, on ne peut pas tout lire, le corpus est déjà énorme. J'exclus la littérature de genre parce que j'exclus par exemple aussi la science-fiction, où la question de l'environnement est très présente. Mais il y a des grands spécialistes pour ça et on ne peut pas tout faire. Je suis plus ouvert au polar parce qu'il se trouve que les publics de lecteurs de romans, disons, généraux sont... le public est souvent le même. Depuis toujours, les universitaires et le grand public cultivé, comme on appelle ça, lisent aussi les polars, tandis qu'ils ne lisent pas nécessairement la science-fiction, ils ne lisent pas la littérature pour enfants, etc. Donc pour les polars, oui. Et les polars, c'est en effet un domaine très intéressant, parce que c'est aussi dans cet univers-là qu'il y a un certain nombre en France aussi de romanciers qui problématisent, par exemple, des questions autour de situations imaginées à partir de Notre-Dame-des-Landes, etc. J'ai toujours été très étonné, par exemple, qu'un phénomène aussi important que Notre-Dame-des-Landes n'ait pas inspiré un de nos romanciers français majeurs. Voilà quand même un extraordinaire creuset à interroger. Eh bien, il y a des gens qui font des enquêtes sur tout plein de choses, à l'étranger, etc. Mais sur ça, aucun romancier majeur n'a fait un roman. Et je pense que c'est parce qu'on a un peu peur de ces questions écologiques, et aussi parce que l'écologie a pendant très longtemps eu mauvaise presse, aussi bien à gauche qu'à droite d'ailleurs, qui a une méfiance par rapport à l'écologie. On voit tout de suite les barons verts, les gros sabots verts, les nouveaux extrémistes. Il y a un exemple très, très fort. Le succès d'un livre que je n'aime absolument pas, mais je vous le dis, c'est l'avantage du contemporain, on peut avoir des choses qu'on aime et des choses qu'on aime moins. Yegor Gran, L'écologie en bas de chez moi, qui est un assassinat en règle avec peut-être avec un talent certain de satirisme, mais avec une mauvaise foi tout aussi grande, a été publié, mais je ne vois pas, on ne publie pas des livres. PEL n'a pas pendant longtemps publié des livres équivalents du côté de l'engagement. C'est en train de venir, hein, je vous assure, il y a des livres qui sont en train de venir justement aussi chez PEL et chez des éditeurs semblables. Donc. Quant à Notre-Dame-des-Landes, on en parlera demain avec Marielle Massé, qui n'est certainement pas une romancière, mais qui se montre assez romancière, ou en tout cas écrivain dans ce Pour les cabanes. Les cabanes. Est-ce qu'il y a une autre question, peut-être ? Bonjour, puisqu'on est pour en revenir sur les femmes, puisque c'est la journée. Je pense à Marie-Hélène Lafon aussi, qui a beaucoup écrit sur le Cantal. Oui, bien sûr. Ouais. Alors, ça, c'est vraiment un des écrivains, Marie-Hélène Lafon, un des écrivains les plus intéressants dans le domaine. Et je vous signale, là aussi, pour ceux qui auraient des inquiétudes de ce côté-là, que le domaine est très investi aussi par des écrivaines. Mais Marie-Hélène Lafon est certainement une de celles qui, depuis le plus longtemps, parvient justement à penser un rapport de nouveau à la ruralité, c'est essentiellement à la ruralité, dans une écriture extraordinairement serrée, de par sa formation. C'est une helléniste, latiniste, qui a eu une formation intellectuelle traditionnelle, si on veut, et qui réussit à faire le pont entre une écriture du concret et qui pour autant n'est pas du tout une écriture naïve. C'est une écriture qui est nourrie de toute une tradition littéraire. Le modèle pour Marie-Hélène Lafon, c'est Pierre Michon, mais quand vous lisez Marie-Hélène Lafon, vous lisez immédiatement en transparence Flaubert. Il se trouve que, c'est une assez belle anecdote, au moment où elle était en train de travailler à un de ses romans, elle est venue nous voir à Gand et on a dû patienter pendant assez longtemps devant un restaurant italien où on ne pouvait pas entrer et sous la pluie. Elle dit pour vous faire passer le temps, je vais vous réciter un chœur simple. Et pendant, 10 ou 15 minutes, pendant qu'on ne pouvait pas entrer dans le restaurant, elle s'est mise à réciter de mémoire un chœur simple. C'était un truc assez extraordinaire. Et voilà. Et là, on voit que ça fonctionne très très bien. Marie-Hélène Lafon est l'exemple type. Elle fait exactement la même chose que certains de vos plus grands photographes font avec la série sur les paysans,
voilà, vous connaissez ça, c'est tout à fait majeur, je pense, comme écriture. Mais on est évidemment dans une ruralité. On n'est pas du tout dans une nature sauvage qui, en effet, n'existe pas en France, en dehors, justement, on le disait tout à l'heure, de la montagne et de la mer, qui est maintenant de plus en plus abordée par des gens qui ne sont pas des romanciers de formation, pourtant que ça veut dire quelque chose, mais qui sont des gens dont la préoccupation première est ailleurs. Par exemple, Isabelle Autissier sur la haute mer, avec Soudain seul, dont au moins la première partie est vraiment bonne, aussi d'un point de vue de l'écriture. J'ai vraiment fort apprécié ce livre-là. Ou alors côté alpinisme, par quelqu'un comme Lionel Daudet, qui a fait entre autres ce tour de la France sur la frontière exactement, et qui vient de publier à la rentrée un livre qui s'appelle Haute Tension, qui est un roman qui montre comment des activistes écologistes s'opposent à l'électrification de la Durance en prenant en otage une cabine téléphonique, et qui pense justement aujourd'hui le rapport à la violence. Donc en fait des choses qui font penser à The Monkey Ranch Gang, le gang des clés à molette de Edward Abbey, mais qui apparaissent seulement aujourd'hui en littérature. Donc ces espaces-là sont explorés, mais par d'autres écrivains. Merci Pierre de cette discussion. Et merci à vous.